Tous les dimanches, rejoignez l'aventure 1000% pour être 1% meilleur à chaque épisode. On a découvert Lucie et on est fan. C'est 2 check-up complets par an, sans ordonnance, avec plus de 70 biomarqueurs testés. Inflammation, hormones, métabolisme, âge biologique, c'est vraiment une analyse à 1000%. Lucie te fournit un rapport clair, interprété par des médecins, avec des recommandations personnalisées. C'est de la santé préventive au service de la performance, rendu enfin accessible au plus grand nombre à un prix défiant toute concurrence. Si tu veux être à 1000%, rends-toi sur lucis.life. Choisis ton test et entre le code podcast1000 pour une réduction. Lien et code en description. Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour cette deuxième partie de notre podcast avec le docteur Mouton sur un cerveau à 1000%. Si vous n'avez pas vu la première partie, le lien est en description, donc vous avez juste à descendre et à cliquer. Et sinon, place au podcast. Vous êtes des fous furieux ou quoi? Vincent, je t'en prie, Georges, prends la tu parole. parles des nootropiques. Donc tu dis que toi, c'est pas les stimulants que tu cherches, mais de ce que j'ai pu entendre de ta description, c'est des antioxydants. Donc la santé mitochondriale est au centre du sujet. Il y en a Euh, plein dans ma liste. ok, donc c'est vraiment des protecteurs de nos mitochondries dans les cellules neuronales. Oui, oui. Et avec, c'est souvent des actions très pléiotropes. À vos dictionnaires, les gars. J'ai pas compris. Pléiotrope, pléios en grec, multiple. Allez, prends un peu de culture, quoi, bordel. Enfin, pardon. On enlève ça au montage. C'est souvent, ces nootropiques sont souvent antioxydants et souvent anti-inflammatoires. D'ailleurs, ce qu'il y a dans le café, ça a aussi des vertus anti-inflammatoires. Hein. Le café, alors excusez-moi, mais voilà, 70 berges, sexe mâle, prostate, moi, j'ai envie de bénéficier de l'effet incontestable de réduction du risque du cancer de la prostate chez les buveurs de café. Alors, c'est toujours les études épidémiologiques, évidemment. On n'a pas sélectionné 200 000 personnes et donné du vrai café à certains, du faux café à d'autres, une étude qui coûterait quelques centaines de millions d'euros. On n'a pas. C'est toujours épidémiologique. Et il y a des biais de recrutement, OK? Les buveurs de café, c'est pas les mêmes que les buveurs de bière. Je veux dire, chacun, hein, C'est pas les mêmes que les buveurs de thé. c'est pas non plus les mêmes que les buveurs de thé, mais bon, le thé est quand même en général bénéfique aussi. Ils sont plus proches que les buveurs de bière. Surtout le thé vert, parce qu'on va bientôt parler de la L-théanine, qui est un nootropique majeur. Et donc, tout ça joue, anti-inflammatoire, antioxydant, et puis, bon, des propriétés vraiment spécifiques qui sont bénéfiques pour le cerveau, pour les neurones. Enfin, il n'y a pas que les neurones, hein, il y a toute la microglie, enfin, il y a plein de cellules dans le cerveau, mais on n'est pas là pour se lancer dans l'anatomie et l'histologie du cerveau. Mais donc tu veux dire que le café, ce n'est pas un nootrope? Si, c'est la caféine que je trouve Oui, un pardon. bel stimulant, mais quand on la consomme dans le cadre d'une tasse de café avec les limitations que j'ai données, il y a un effet nootrope, oui, bien sûr, parce qu'il y a un effet de... Mais attention, hein, c'est subtil cette histoire de café, parce que si vous avez besoin du café pour sortir d'une espèce de brouillard qui vous affecte au début de journée, c'est suspect. Okay, ça c'est pas logique. Moi, j'ai pas du tout ça. Je suis pas comme un zombie. De toute façon, moi, je dois nourrir mes 4 chats. Le chien, il mange plus tard, mais les 4 chats, ils veulent manger avant que j'aie l'idée même de me faire une tasse de café. Donc, je suis pas sur le café pour dire de me booster en début de journée. Parce que ça, c'est déjà un peu les gens qui ont des surrénales trop basses et qui ont besoin d'un boost. Et là, on retombe dans la béquille. stimulation. Oui, ça, c'est pas bon. Alors, les surrénales, peut-être c'est l'occasion de refaire une passerelle dans les nootropes, ou nootropiques, bref, tout à fait connus. Reconnu, il y a évidemment des plantes. D'ailleurs, vous qui avez quand même travaillé sur le sujet, encore bien, me direz-vous, vous aviez répertorié des plantes comme la Rhodiola rosea, le Ginkgo biloba,
qui sont des plantes reconnues comme ayant des activités nootropiques, mais qui sont aussi des adaptogènes, donc des plantes qui sont bénéfiques pour la fonction surrénalienne. Donc, vous voyez, ça nous ramène vers les surrénales. Alors, ce qui va nous ramener massivement vers les surrénales et vers mon dada absolu, au-delà des génotypes, j'ai un deuxième dada, c'est évidemment la prégnénolone, qui est le stéroïde Princeps, qui est une modification du cortisol par un seul enzyme, si je me souviens bien, c'est le cytochrome P450 11A1. Tu peux dire ce que tu veux là, Georges, en fait. Les commentaires, il y a quelqu'un qui va dire ah docteur non vous êtes planté, c'est pas le 11A1, c'est le 11A2. Il va falloir que je fasse mon mea culpa et aller vérifier, etc. Non, il n'y a pas que nous là en live, il y a du monde derrière. De gens qui vont scruter. Des millions. N'hésitez pas à poser vos questions d'ailleurs. Toujours comme d'hab, Oui, je le répète. Mais le docteur Mouton, il va scruter les commentaires et corriger ce qu'il faut corriger, parce que par contre, Georges, il va nous falloir la liste des nootropiques qu'on puisse y retrouver et limite comment les utiliser et pourquoi les utiliser ou pourquoi ne pas les utiliser, Georges. C'est vous qui alliez faire ça quand on a fini pour votre description de la vidéo. Vous croyez quoi, la description de la vidéo? C'est vous qui faites ça. Hein? Bon, on va voir. On va déjà voir si on... La prégnénolone, du coup, c'est... Prégnénolone, bon, ça, éventuellement, celui que ça intéresse, bon, là, j'ai 20 vidéos sur ma chaîne YouTube. C'est mon sujet quasiment favori avec la thyroïde. La prégnénolone, qui est donc ce cholestérol un peu tripoté, où on enlève en fait un petit machin qui dépasse de la molécule de cholestérol, on le coupe, on le modifie, et la prégnénolone est la source de toutes les hormones stéroïdes du corps humain, toutes, sexuelles, surrénaliennes, minéralocorticoïdes, glucocorticoïdes, you name it, comme on dit en anglais, you name it, vous le dites, puis bon, voilà, tout ce que vous allez dire rentre là-dedans. Et cette prégnénolone, pour quand même venir au fait, est considérée officiellement, plein de justifications sur PubMed, bien entendu, comme la meilleure molécule pour la mémoire. Oublions le ginkgo biloba, qui est aussi un nootrope et qu'il fallait citer, qui est une plante que je ne néglige pas, mais c'est quand même un peu du pipeau à côté de la prégnénolone. Avec évidemment la différence, c'est que le ginkgo biloba, tout le monde peut en prendre, essayer, voir si ça aide. C'est pas miraculeux, mais c'est pas non plus complètement négligeable. Il y a de bonnes études scientifiques sur le ginkgo biloba dans le domaine de la mémoire. Mais évidemment, la prégnénolone, c'est pas du tout la même chose. Ça ne peut aider que si on en manque et qu'on corrige un déficit. On va pas prendre de la prégnénolone pour améliorer sa mémoire en aveugle. On dose, on en manque, et évidemment, là, on va améliorer des trucs comme le foggy brain, les fatigues et les machins, et ça va certainement aussi aider le sommeil. Foggy brain, encore un anglicisme pour dire brouillard mental. Hein. Le foggy brain, même les Foggy brain. Mais... Quand je dis brouillard mental, les Français me corrigent et me disent « Ah, vous voulez dire brain fog ». Ils ne disent pas foggy brain, ils disent brain fog. Donc, oui, brouillard mental, mais comme substantif, pas comme adjectif pour fog. Bref, mais toujours est-il que cette prégnénolone donc doit pas être prise sans être dosée. Il faut une prescription en Europe, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, mais on est en Europe. Et donc, va améliorer aussi le sommeil parce que la prégnénolone est le précurseur direct de la progestérone. C'est quasiment impossible de donner une dose significative de prégnénolone à quelqu'un sans qu'on voit le taux de progestérone augmenter. Or, la progestérone, c'est le somnifère naturel. C'est celui qui sauve les femmes en pleine transition vers la ménopause qui ne dorment pas. C'est le DOLA. C'est le DOLA, Georges. C'est quoi le DOLA? Déficit œstrogénique lié à l'âge. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi c'est un précurseur aussi direct des oestrogènes? Non, parce que la prégnénolone va donner beaucoup plus d'impact sur la progestérone que sur l'œstradiol. C'est pas exclu d'avoir une transformation de l'œstradiol, parce que toutes ces voies des synthèses le corps fera ce qu'il veut, de toute façon. Stéroïdes sont toutes connectées entre elles. Ce qui est un peu plus facilement converti en œstradiol, c'est la DHEA,
qui elle-même vient de la pregnénolone, mais la Ah. voie pregnénolone, DHEA, œstradiol est très très peu efficace. La voie pregnénolone, progestérone est très efficace. Et alors il y a une troisième voie qui est la voie, alors ces voies se ramifient après, Vers mais le ça c'est les cortisol. 3 voies de départ, qui est la pregnénolone vers le cortisol, parce qu'il est évident qu'il n'est pas possible de fabriquer la moindre molécule de cortisol sans utiliser au départ une molécule de pregnénolone. Donc c'est cortisol, donc c'est hormone de stress, mais aussi glucocorticoïde, stabilisation de la glycémie de Vincent, ça, son cortisol, Et moi, pompe fort, hein. j'ai une prénolone élevée et une DHEA explosée. Donc du coup, de ce que j'ai pu... Non, explosée. À basse. Ouais. Donc Ouais, sûrement un détournement vers la voie du cortisol, tu vois. ah ouais. Oui, mais Bon, alors, tu utilises beaucoup de cortisol pour stabiliser ta glycémie. Je te rappelle, ouais. Vincent, on l'a pas dit tout à l'heure, mais comme tu reviens Il y a les avec deux ton voies, chapeau. il y a les deux voies. En fait, ceci, c'est une consultation privée de Vincent, c'est ça. Les autres, Ah, mais après en off, je vais venir te chercher, Georges, hein, je suis obligé. Et donc, je suis à vacances. Euh, ça s'appelle le cortisol stealing de la prénélone, hein. Elle part toute dans le cortisol. Et alors, pourquoi est-ce que le cortisol est un glucocorticoïde? Parce que quand tu as ce pic de glycémie qui vous sembliez ou à la limite apprécié, non, mais les vrais hommes ont des pics de glycémie. Bon, ben écoute, je ne sais On n'est pas pas, les faibles. mais c'est pas tout à fait la même nature. Et donc, ces pics de glycémie sont suivis par des crashs, je le répète, mais c'est évidemment fondamental. Et alors, qu'est-ce qui fait chuter le pic? C'est l'insuline, mais l'insuline est trop puissante, provoque un crash. Et comment est-ce que la glycémie sort du crash et revient à la ligne de base? Avec le cortisol, les petits gars. C'est pour ça que ça s'appelle un glucocorticoïde, parce que c'est pas l'insuline qui fait remonter après le crash, c'est le cortisol. Donc plus tu as des pics, plus tu as des crashs, plus tu utilises des glucocorticoïdes. Donc le cortisol a deux rôles, c'est l'hormone de stress, mais c'est aussi un glucocorticoïde qui récupère les crashs Stabilisateur. induits à cause des erreurs alimentaires. Moi, j'ai une question, c'était magnifique, mais en fait, moi, ma femme, elle a acheté du matcha et ça me coûte un bras. Est-ce que c'est vraiment un nootropique, la L-théanine, qui vient du matcha ou pas? Ben, si on a vidé le sujet pregnénolone, on peut enchaîner. Est-ce que j'ai encore un truc à dire sur la pregnénolone? Ben non, voilà, ça doit être quand même fait médicalement, etc. Mais c'est clair que si on a une pregnénolone écrasée, c'est une priorité absolue pour le fonctionnement du cerveau, hein. Mémoire, première molécule pour la mémoire avant tout autre. Bon, mais Et écoute, pourquoi se faire doser ça, Georges? Tu peux juste nous citer les symptômes, c'est brouillard mental, du fatigue, mal à se lever le matin? fatigue. Ça touche l'immunité, ça va aussi interférer avec la bonne activation des hormones thyroïdiennes qui va pas pouvoir se faire s'il est surrénal. C'est basique. En plus, vu que c'est le précurseur de toutes les hormones stéroïdes, on va avoir plein de phénotypes selon les gens. Alors, ces voies biochimiques des synthèses des stéroïdes naturels humains, confondons pas les stéroïdes naturels humains, qui sont des molécules dont on a besoin, etc., avec les corticostéroïdes synthétiques qui sont infiniment plus puissants, qui sont à réserver pour des traitements de maladies sérieuses, notamment inflammatoires, auto-immunes graves. Mais ces voies de biosynthèse des stéroïdes sont aussi affectées de polymorphisme. Moi, je rêve d'un jour où on aura les génotypes de toutes ces voies-là et on pourra prévoir que pour une personne donnée, quand on donne de la prénolone, elle va aller davantage dans cette voie-là. Tout ce qu'on peut dire sans avoir cet outil-là, c'est qu'en général, on doit s'attendre à un très bon effet sur la progestérone quand on utilise la prénolone, mais c'est pas garanti. Enfin, c'est garanti jusqu'à une petite mesure, mais certains vont très bien convertir, d'autres moins bien. Certains vont faire un peu plus de stradiol que ce qu'on a prévu. Donc, il faut mettre en place, si on manque de prénolone, et puis il faut quand même aller vérifier les effets, parce qu'ils ne sont pas totalement
prédictible vu que les polymorphismes affectent toutes ces voies de manière parfaitement individuelle, comme tout polymorphisme qui se respecte. Pour ça, allez voir votre endocrinien ou votre médecin fonctionnel. Et, Les et endocrinologues, en général, ils ne connaissent pas la prénésolone et ils la confondent avec la prédnisolone, qui n'a rien à voir, qui est un stéroïde synthétique hyper puissant qu'ils utilisent dans des indications bien précises. Et bien souvent, pour eux, ils entendent prénésolone, ils comprennent prénisolone et ils se disent mais ils sont fous, ils donnaient 80 mg de prénisolone, il va tuer la personne. Oui, mais ça c'est si c'était de la prénisolone et pas de la prénisolone. Donc malheureusement là c'est vraiment un domaine spécifique de la médecine fonctionnelle parce que les endocrinologues sont rarement à jour. Et la Voilà. prénénolone, c'est aussi pour toi un indicateur de la santé mitochondriale, vu que cette métabolisation du cholestérol se passe dans la mitochondrie? Oui, toutes ces synthèses des stéroïdes se font dans la mitochondrie. Donc, en tout cas, ce sont des choses qui vont coexister. Bon, maintenant, la poule et l'œuf, je ne sais pas, mais c'est clair que, de toute façon, on peut tout ramener perpétuellement à la mitochondrie. Hein. C'est quand même là que beaucoup de choses se passent, y compris des nootropes à venir fascinants. Bon, et le théanine, matcha. voilà, théanine. Parce que le matcha, c'est comme le mur de Georges, j'ai l'impression, c'est un peu cette couleur un petit peu vert éclatant, quoi. Oui, mais attention, la théanine, c'est pas ça qui est vert dans le truc. Hein. Ah, Donc, la théanine, la L-théanine, c'est un acide aminé qu'on trouve effectivement dans le thé vert. Donc, ça se crée lors de la fermentation des feuilles de thé. Et donc, dans le thé noir, il y en a beaucoup moins. C'est pas qu'il y en a pas, mais il y en a nettement moins. Bon, ceci dit, on n'utilise pas des conteneurs de thé vert pour en extraire la théanine. On la synthétise de novo. Hein, c'est une petite molécule facile à produire. C'est un petit acide aminé tout à fait banal, mais qui n'est pas humain. Donc, on n'a pas cet acide aminé dans nos protéines. Hein. Pierre, si ton épouse commence à intégrer la théanine dans ses protéines, elle va avoir une tête un peu de travers. Donc, à mon avis, ça ne va pas se passer. Mais c'est une molécule tout à fait fascinante. D'abord parce qu'elle est extraordinairement bien tolérée. Effet secondaire, bof. Alors, le problème, c'est qu'elle est souvent sous-dosée. Alors, il y a des études avec 100 mg de théanine. Franchement, je ne sais pas qui a été pondre ça, c'est plutôt du placebo. Bon, maintenant, si ça fonctionne, ça fonctionne. Les études ne sont pas toujours mauvaises, mais pour avoir les effets espérés de la L-théanine au niveau de la sérénité, de l'attention. C'est surtout la première propriété que je mettrais en avant avec la L-théanine, c'est la capacité d'arrêter les ruminations et les pensées, comment je vais appeler ça, Alexandre? Rumination. Négatif. Oui, les pensées, Non, ruminer, c'est bien. oui, qui tournent en boucle, notamment la nuit, mais pas que. Hein. Et donc, ça peut se prendre le jour, la nuit. C'est une molécule qui a été utilisée pour des enfants scolarisés, mais qui étaient distraits, qui étaient, comment est-ce qu'on appelle ça, ADHD, déficit d'attention. Hein, donc, oui, je retombe sur les acronymes en anglais. Hein. En anglais, là, ça nous emmerde. Et donc, cette théanine est tout à fait génial parce qu'on la donne à des gosses à l'école qui sont distraits et ils sont plus concentrés. Donc, c'est pas quelque chose qui assomme, mais quand on ne s'endort pas ou surtout quand on se réveille à 3-4 heures du matin, j'ai fait des vidéos là-dessus tellement c'est remarquable. Je pense avoir aidé beaucoup de gens à mieux dormir, à mieux se rendormir. Parce que c'est pas grave si on se réveille la nuit. Quand on devient plus âgé, les petits gars, vous connaissez pas ça. Vous avez des sommeils de bébé, vous allez au lit, vous vous réveillez 7 heures plus tard. La prostate va bien. La prostate va bien. Parfois vous vous levez plus tôt, mais ça c'est parce que vous avez fait pipi au lit. Ça peut quand même arriver, évidemment. C'est pas impossible. Mais toujours est-il que quand les années passent, on n'a pas des nuits complètes. Et le danger, c'est le soir, on est crevé, on s'endort. Donc ça, les gens se disent, ah, mais moi, je m'endors facilement, c'est très bien. Ah oui, mais ça suffit pas. Est-ce qu'on se rendort
hein, quand on se lève à 3-4 heures du matin. Et là, si c'est pas le cas, c'est catastrophique, parce que là, on fout sa journée en l'air et ça peut vraiment être dramatique. Là, la théanine, c'est miraculeux, hein, donc on va pas parce que ça, Et on la le retrouve sommeil, où c'est un alors? danger en soi. Mais en plus, la théanine a ceci comme propriété, c'est de booster la phase de sommeil profond à mouvement oculaire lent, euh, par opposition au mouvement oculaire rapide qui est le sommeil paradoxal, donc le rêve. Hein, donc, c'est peut-être un peu dépassé, mais moi j'aime encore bien. Donc, les phases de sommeil, il y en a 4. Les sommeils superficiels, légers, c'est N1 aux phases d'endormissement. On n'est pas encore tout à fait en train de dormir, c'est relativement court. Puis N2, c'est un sommeil léger. Puis N3, c'est un sommeil profond en mouvement oculaire lent. Et alors N4, c'est le sommeil paradoxal, donc le rêve mouvement oculaire rapide. Et la théanine booste la phase N3 et aussi N4, mais surtout N3. Or, dans la phase N3, et c'est là que la propriété nootropique évidemment se manifeste, la phase N3 a ceci de particulier, c'est que c'est la période du sommeil profond, mais voilà, du sommeil vu globalement, où alors je ne sais pas le terme français en anglais, vous allez m'aider. Régénération. Oui, mais plus spécifiquement, on enlève les connexions neuronales qui sont obsolètes, qui ne servent plus, et on recrée des nouvelles connexions Plasticité? fonctionnelles en fonction de Eh l'évolution oui, bravo de Vincent. la C'est matière. la neuroplasticité, Vincent, bravo. Et un peu de nettoyage aussi des neurotransmetteurs. Oula, Ah neurotransmetteurs, non, non, pardon. limite, Oula. là, bye bye. Non, mais c'est absolument fascinant. Et alors, je vais quand même vous donner une anecdote personnelle, parce que j'ai eu des gros problèmes avec mon chien qui maintenant fait une belle sieste. C'est bien parce qu'il était un peu turbulent. Et puis il aura promenade après. Qui a été très très mal il y a 6 mois d'ici, mais vraiment très très mal. Hein. Donc bon, moi, je commençais à désespérer, et donc il fallait s'occuper de lui la nuit, mais il fallait aussi dormir. J'ai pas interrompu mon activité professionnelle, donc c'était la quadrature du cercle, et il a absolument fallu que je trouve un moyen de me rendormir. Donc je dormais 1 heure et demie. Bon, ok, ça a pris. Alors après, c'était foutu. Donc j'ai pris des doses de théanine assez monstrueux. Ceci dit, la dose maximale recommandée, c'est 2 grammes. Donc, c'est 10 gélules de 200 milligrammes par jour. OK? Et probablement qu'au-delà, il n'y a pas de vrai inconvénient, mais ça commence à être évidemment un peu hors norme. Enfin, moi, j'ai pris allègrement, je crois que j'étais plutôt à 2,5 grammes sur les nuits, parce qu'à chaque cycle, je devais arrêter mes réflexions, de se dire, bon, est-ce que je lui ai bien donné ces 12 médicaments pour le sang? Enfin, il était vraiment très loin, hein, la pauvre bête. Et donc, plus tout l'impact, évidemment, sur ma vie. Et donc, bon, d'abord, j'ai parfaitement bien toléré ça. Et puis, quand cette phase aiguë s'est terminée, que le chien commençait à aller mieux, mais ça a été une longue, lente progression qui continue, et maintenant, il va beaucoup, beaucoup mieux. Eh bien, à un moment donné, je me suis dit, mais c'est bizarre, j'ai l'impression que j'intègre mieux les apprentissages de la veille, que ce soit du langage, puisque je travaille en 3 langues, je consulte en 3 langues, voire un peu à côté, j'apprends aussi un peu l'allemand, et puis bon, je me débrouille en italien, etc. Et l'espagnol, bon, c'est la 3e langue évidente. Français, oui, je parle français, mais je sais que certains vont contester ce fait. Et donc, je me suis dit, mais il me semble que je retiens mieux, moi, de trucs des études que j'ai été voir là-bas. J'ai l'impression que je les ai intégrés mieux. Et j'ai été voir la littérature scientifique. J'ai pas commencé par voir la littérature scientifique. J'ai été sur PubMed, et sur PubMed, je me suis dit, ben voilà pourquoi la L-théanine améliore, augmente, donne une expansion à la phase N3, qui est la phase de la mémorisation, de l'apprentissage court terme, l'intégration des nouvelles données qu'on a apprises la veille. Et donc, j'ai confirmé ce que j'ai ressenti d'abord, ce qui est très convaincant, plutôt que de voir une étude et d'être persuadé par un effet, je dirais, induit, plutôt qu'ici par observation. Moi, j'aime bien l'observation. Hein. Donc la L-théanine qui est un Pierre, booster de je crois qu'on sommeil a profond. perdu.
C'est bon? Vous m'avez? Ouais, Ouais, c'est bon, nickel. Ouais. Donc la L-théanine qui est un booster de sommeil profond et un booster de neuroplasticité induite. Et Voilà. et quel est le dosage? Et quand le prendre aussi. Et où on Ouais, le trouve? bon, ben, déjà, si on a des poussées d'anxiété, de nervosité, d'angoisse, on peut déjà en prendre pendant la journée parce que ça aide. Et puis, il faut tester. On peut la prendre. Tout dépend si vous réveillez la nuit avec des difficultés de rendormissement ou pas. Alors, pour le dosage, donc entre 200 mg et 2 grammes, 2 grammes, bon, ça devient coûteux aussi, 2 grammes. Donc, il faut ce qu'il faut, mais voilà, à chacun d'adapter. Il y a un marqueur biologique super intéressant que je vous livre là, tout de go, sans pour autant espérer de votre part une récompense pécuniaire quelconque. Je vous donne tout là, sans hésiter. C'est doser le glutamate. Donc faire un dosage du glutamate, je pense que ça se fait, si je me trompe, sur un tube DTA, donc anticoagulé. Et alors, si ce glutamate est élevé, dépasse les normes du laboratoire, plus il les dépasse, d'ailleurs, plus je donne de L-théanine. La L-théanine est considérée comme la seule molécule qui fait baisser le taux de glutamate, qui est un neurotransmetteur excitatoire dominant. C'est le neurotransmetteur excitatoire, bon, c'est le terme scientifique qui excite, bon, bref, numéro 1. C'est le plus important. Il y en a d'autres, bon, tout ce qui est évidemment adrénaline, noradrénaline, tout ça aussi, mais le glutamate, c'est vraiment la machine à exciter, et forcément, tous ceux qui dorment mal, on va à peu près systématiquement trouver un excès de glutamate. Et la théanine fait baisser ça. Et ce qui est tout à fait fascinant, c'est qu'il n'y a aucune autre molécule connue, chimique ou pas, qui a cet effet-là. Donc cette théanine, c'est quelque chose de magique parce que je prouve au jour le jour que les taux de glutamate chez mes patients baissent avec de bons traitements, des dosages suffisants de L-théanine. En général, je donne 800 mg et je regarde 4 à 6 mois après et je vois le glutamate qui descend. Et les gens dorment mieux. Voilà. Mais le problème de Vincent, c'est qu'il a 1 kilo de matcha à la maison. Est-ce que ça a un vrai intérêt pour couvrir ses besoins en Non, L-théanine? mais non, parce que là-dedans, il y a aussi la caféine. On retombe sur les problèmes de la caféine. Et Donc, le kilo de thé vert de Vincent, parce que sa femme, elle a tout acheté. Et le Ça thé coûte vert, ça 14 000 suffit? € en plus. Ouais. pour sa femme, c'est très bien, mais pour lui, non, surtout pas. Bon, lui, c'est mon futur patient. Niet. Théanine pour l'apaiser, pour justement qu'il ne soit pas trop Quelle énervé. qualité? Quelle qualité, Georges? Donne-nous tout. On est 1000%, on veut tout, Georges, là. C'est en cure, du coup, ça, comment tu Voilà. l'envisages? Et tu parlais du glutamate, du coup, il aide à la conversion du glutamate vers le GABA ou? Il fait baisser les taux de glutamate. Alors, tu as raison de faire apparaître qu'entre GABA, qui est le neurotransmetteur calmant, voilà, finalement, on reparle des neurotransmetteurs, je m'étais pourtant promis. Le GABA est le neurotransmetteur calmant par excellence. Avec la glycine, il y en a deux, glycine et GABA, qui sont donc tout à fait intéressants aussi, mais je ne classerai pas comme nootrope. Enfin, ceci dit, tout ce qui améliore le sommeil, on pourrait dire que c'est un effet nootrope, quelque part indirect. Enfin, on ne va pas faire une vidéo sur le sommeil en même temps, parce que là, ça on va mettre 6 heures. Et donc, le GABA, qui est le principal calmant, et le glutamate, qui est le principal excitant, il y a un enzyme qui les connecte et donc ça passe de l'un à l'autre très facilement. Et un excès évidemment de l'un pourrait se déverser vers l'autre, comme dans toute réaction enzymatique qui se respecte. Mais en tout cas, la théanine fait baisser le glutamate. Je n'ai pas lu, je n'ai pas spécialement constaté qu'elle faisait augmenter le GABA. Je crois que c'est l'effet calmant qui fait qu'on synthétise moins de glutamate. C'est un effet calmant. Je vais être un petit peu piquant, c'est normal, c'est le but. Est-ce que là, on n'est pas en train un petit peu de, peut-être pas de se mentir, mais d'exagérer peut-être? Là, on parle de sommeil, on a parlé aussi de capacité de,
d'assimilation des connaissances, de concentration. Là, on parle un petit peu d'optimisation, mais est-ce que le plus important pour le cerveau, ça serait pas justement de s'entraîner à se concentrer, s'entraîner à apprendre? Est-ce que ça, c'est pas déjà 90%? Est-ce que pour toi, la solution, elle est vraiment dans ces solutions, plutôt dans ces produits-là, versus des entraînements plus cérébrales, on va dire? Ah, je comprends la question, mais ça m'est même pas venu à l'idée. En tout cas, je suis certainement influencé par ma propre expérience personnelle, avec évidemment le fait que je suis mon sommeil avec une application. Mais moi, dans ma performance cognitive de la journée, le seul paramètre totalement déterminant, c'est la durée du sommeil profond. Alors il m'en faut beaucoup. Bon, maintenant ça dépend aussi un peu de l'application que tu utilises, parce que la façon d'évaluer, varie certainement selon l'application. Mais Mais en On tout va cas, y dans venir, ma Georges. expérience, il me faut 4 heures de sommeil profond. Quand je les ai, je suis intellectuellement à mon meilleur niveau. Et si j'en ai 3, j'ai une baisse d'efficacité énorme. Alors tu me diras, bon, un adulte avancé, vieillissant, on n'est pas dans le. Il faut voir à qui s'adresse-t-on? On s'adresse quoi? À des gens, à des enfants, à l'école gardienne pour qu'ils se développent le cerveau. Ben écoute, de toute façon, ceux-là, d'abord, oui, ils ne nous écoutent pas et puis ils ne vont pas mettre en place des trucs. Leurs e parents, j'ai un doute. Donc, non, excuse-moi. moi je crois que l'outil est là. S'il est en bon état, tu peux l'utiliser et tu Oui, l'utilises à bon escient. Quand tu as des j'entends, Georges. solutions, J'en Mais moi, ma mais question, Georges, excuse-moi de te couper, c'est au final, on est passé à un tutoiement au début, je suis désolé, hein, il y a un petit, un petit switch, mais tu vois, par exemple, combien de temps tu passes à faire des recherches sur, notamment PubMed? Combien de temps par jour tu lis? Est-ce qu'en fait, c'est pas ça qui te permet justement d'avoir cette, cette non, cognition et ce niveau non, d'éveil intellectuel, non, plutôt que le sommeil? c'est quand ma machine humaine, sommeil, acides gras, parce qu'on va falloir qu'on parle des oméga 3 là bientôt. Acides gras, théanine quand j'en ai besoin pour m'aider à me rendormir, pour me canaliser, corriger ma prénélone avec une activité professionnelle stressante, et puis bon, voilà, les événements de la vie, les trucs, le Brexit et les régulateurs qui me couraient, parce que maintenant ça va mieux, mais qui me couraient beaucoup après pour ne pas que je pratique la médecine hors, out of the box, c'est-à-dire hors des principes conventionnels de la médecine conventionnelle, etc., etc. Il y a Donc, moins de stress des impôts quand même, Georges, aussi. bref, Ça, il y en a sauf toujours. quand on prend Ça au contraire, énormément d'impôts, et puis alors on se rend compte que la sanction, elle arrive encore. euh, donc c'est tout ça qui permet, quand tout ça est corrigé et réglé, que l'alimentation correspond bien, on a une bonne fonction intestinale, on a les selles quotidiennes, moulées, etc. Alors le cerveau fonctionne. Sinon, il ne fonctionne pas. Le cerveau, l'entraîner, écoute, non, enfin, Non, mais le stimuler, Georges. Le stimuler, pas être, par exemple, tout le temps sur les écrans, à changer tout le temps de contenu, à pas se concentrer. Est-ce que c'est pas ça aussi qui entraîne une perte de la concentration, une perte de la mémorisation? Est-ce que c'est pas un paramètre qui peut être nocif pour le cerveau? Ah, mais après, tu as raison. C'est peut-être le meilleur des 2 mondes. Je veux dire, on peut, gérer notre sommeil, notre alimentation et une complémentation en fonction de nos carences et en même temps être stimulé intellectuellement pour, se mettre un entraînement et être proactif dans ça. Tu vois, moi, j'ai des centenaires, j'ai des petites mamies centenaires, elles sont trop mignonnes. Physiquement, c'est pas le top, mais intellectuellement, ça marche trop bien, mais parce qu'elles ont été intéressées, elles ont appris 40 langues, voilà, elles lisent des bouquins, tu Mmh. vois? Ça fait partie du truc, c'est sûr. Ça réfléchit toute la journée, Ah ça discute, ouais. ça échange. oui, alors, avant qu'on oublie d'en parler, des éléments très intéressants qu'il faut citer, qui sont comme ça un peu difficiles à matérialiser avec des molécules comme on était en train de le faire, mais c'est la connexion avec la nature, pouvoir sortir de chez soi et voir, même dans mon jardin, là, je suis sur le projet d'identifier toutes les espèces botaniques qui poussent. Alors, j'ai la plupart de mes pelouses qui sont devenues des champs.
Parce que, bon, voilà, il y a plein de trucs qui apparaissent là-dedans. En fait, il n'y a que de la pelouse qu'il n'y a plus, hein. Ça devient très varié. C'est joli en plus, c'est plus joli qu'un bel truc vert. Connexion avec la nature, socialisation, super important, hein. C'est un des éléments déterminants de ce qu'on a appelé les zones bleues, mais où en fait dans les zones bleues, il y a essentiellement des gens qui ont trafiqué leur passeport pour avoir des avantages sociaux et des pensions plutôt, etc. Enfin bref, un peu en partie un peu bidon, pas totalement, mais Okinawa, bon, ils bouffent que du cochon. Enfin, passons. On va pas partir là-dessus. Mais toujours est-il que les Okinawiens, quand même, au jour d'aujourd'hui, sont ceux qui Passons, vivent mais tu moins reviens longtemps au dedans. Japon. Non, mais les Japonais qui meurent le plus jeunes, c'est ceux d'Okinawa. Enfin, un peu de choses près, j'exagère un peu, mais c'est pas du tout la longévité d'Okinawa. Depuis qu'on surveille comment dire, les services d'enregistrement de la population, etc., et au lieu de mourir à 100 et des ans, ils meurent à 60. Donc, Mais ils se sont relâchés, Georges, pour ça. Ils se sont dit, on ouais, est tranquille et. ils ont toujours bouffé du cochon à crever. Donc, dire qu'ils bouffaient des patates douces, c'est une vaste escroquerie. Bon, enfin, en attendant. De toute façon, bouffer des patates douces, je sais pas. Ça peut être bien, mais il faut les bons génotypes. Et surtout pas, Vincent, pas trop de patates douces. Et donc, socialisation, connexion à la nature, Et oui, stimulation intellectuelle, Georges. Il faut que tu le dises. avoir une passion, avoir Ah, quelque chose qui vous, voilà, qui vous fait rêver, un hobby, enfin, ça peut être tout. Moi, j'ai beaucoup fréquenté. Bon, maintenant, avec Goliath, comme il est là, j'y vais pas parce que c'est trop difficile pour lui, trop dur dans les bois. Mais bon, j'ai beaucoup été pendant 10 ans. Les mycologues, bon, ben, visiblement, ils sont là, vieux, tous les temps, etc., avec leurs bottes. Ils voient des trucs qu'ils n'ont jamais vus. Toutes ces passions, tous ces hobbies, des vieux philatélistes, vous voyez, des gens, ils rêvent de trouver le timbre ou le document postal qui leur manque. Tout ça, ça rend pérenne. Donc tout ça fait partie du truc. Mais si on revenait à nos molécules, il m'en Est-ce faut que encore. est-ce que Ok, tu peux j'en me ai laisser encore. juste, une petite parenthèse? J'ai envie de rebondir là, vu on s'écarte un peu du sujet, mais heu, j'ai lu des, On dira que c'est moi qui fais des digressions, hein. non, mais je vais ramener sur le cerveau, mais l'axe, cœur-cerveau, j'ai vu qu'il y avait un axe, neurologique entre le cœur et le cerveau et que finalement, il serait à 90 dans l'axe cœur-cerveau et 10 dans l'axe cerveau-cœur. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Je, Est-ce que l'amour, ça améliore notre cerveau? j'ai pas étudié ça, mais en tout cas, si c'est 90-10, c'est la même chose que le nerf vague, qui de toute façon est l'axe nerveux, hein, qui est en cause. Ici, si ça se trouve, ça va aussi plutôt du côté afférent que efférent. Oui, mais ça, c'est dans l'émotion. Mettons ça dans les passions et dans le. Oui, tu mets ça avec les autres passions, hein. Bon, maintenant, si on réfléchit ici à des sujets très âgés, bon, c'est pas tout à fait la même activité de cœur que quand on a 30 ans, quoique, hein, C'est peut-être l'amour de soi, tu sais? oui, toute forme d'enthousiasme, hein, au sens large. Donc tout ça, ça joue. Bon, bah écoute, on s'éloigne quand même beaucoup Oui, des oui. notes topiques, hein. Pardon, Allez, c'est ma faute, théanine, pardon. théanine, on a dit assez. Donc, on a parlé des plantes qui ont un effet bénéfique sur les surrénales. Alors, j'ai quand Le même lion de envie. semaine, on t'a pas entendu, Alors Georges, sur le là, lion de mais semaine. ça, justement, c'est pas une plante. Qu'est-ce qui a dit ça, Pierre? Non, c'est moi. Alexandre. Alexandre, oui. Je n'étais pas attentif. Enfin, je ne regardais pas l'écran. C'est pas une plante, c'est un champignon. Mm. Ah, Oui, bien sûr. ah. Ok, je parlais des Ouais. plantes. Tu viens avec un champignon. Non, c'est vrai que c'est un nootropique reconnu, hein, apparemment puissant. Bon, alors bizarrement, moi qui viens de parler de mycologie, bon, d'abord, j'en ai jamais trouvé, donc j'ai une petite dent contre le nom latin, c'est Ericium erinaceus.
J'en ai jamais trouvé, donc ça me fait un peu enrager. C'est très rare. Alors, je crois qu'on trouve un peu plus facilement ça du côté des montagnes en France, sur des altitudes moyennes, peut-être, je sais pas moi, 1500 mètres. Enfin, je connais pas bien. On ira à la pharmacie, t'inquiète, hein. Lion, On ira sur Internet. faire marquer. Là, le terme anglais, c'est Lions, comme un lion apostrophe S, Maine. Si vous voyez ce terme-là, c'est le nom en anglais. Et le nom latin, c'est Ericium erinaceus. Erinaceus, c'est l'espèce. Oui, ça, c'est très intéressant. Mais évidemment, dans la mycopharmacologie et dans la mycothérapie, il y a des produits tout à fait exceptionnels. Bon, ceci dit, il y a quelques champignons qui sont mortels aussi, donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Ceci dit, le Lion's Mane, il est très facile à identifier. Le problème, c'est qu'il n'y en a quasiment pas, quoi. Je veux dire, c'est vraiment un champignon rare. Et puis, de toute façon, il faudrait protéger et pas commencer à se jeter dessus et s'en faire une soupe. Mais justement, te poser la question, Georges, excuse-moi Pierre, parce que c'est devenu de plus en plus courant. Il y a des marques de champignons un petit peu en complément qui se sont montées. Et justement, le Lion's Mane est devenu quelque chose de très marketing en ce moment. Donc, on voulait avoir ton avis. Est-ce que pour toi, ça peut avoir un sens? Et est-ce que tu pourrais nous faire un ordre, si on devait choisir vraiment au niveau, pour nos auditeurs, qu'est-ce qu'on sélectionne, dans quel cas, ou lequel a le plus d'efficacité? Les nootropiques à 1000%, Georges, on veut la hiérarchie là. Effectivement, pour le recommander, il faudrait que j'aie plus d'expérience. Si j'ai pas d'expérience, je ne sais pas aller très loin. Il y a de la science. Je crois qu'il y a plus de marketing que de vérité de terrain. Donc c'est un peu probablement un peu trop tendance pour être vrai, mais bon. Ça se tente. C'est toujours un peu dans ce genre de produit, on essaye, on est content, ok, et puis on n'est pas content, on n'insiste pas, quoi, parce que faut quand même que ça fasse ses preuves. Donc, moi, je préfère faire dormir les gens. Désolé, il n'y a pas de sommeil, il n'y a pas de cerveau. Ah, mais c'est ça ton conseil à 1000% pour avoir un cerveau à 1000%, c'est ça? Oui, mais vous T'as avez 2 30 heures pour ans. l'avoir, Georges, là. Vous avez 30 ans, donc c'est pas, vous en foutez, ça vous dormez parce qu'à 30 ans on dort, mais à 50 c'est fini ça. Oui, mais à 30 ans, on peut quand même s'améliorer. Déjà. Oui, mais on peut aller vérifier. Alors, vous n'aurez pas des liens commerciaux. Moi, je ne donne pas des pistes commerciales, donc les applications pour monitorer son sommeil. Je crois que c'est aussi intéressant, sans en devenir esclave, hein, mais pour se rendre compte, parce que je vais encore dire ça, parce que c'est vrai que finalement, le sommeil, je crois que c'est incontournable dans notre discours du jour. Les deux pièges sont les suivants, et c'est des pièges terribles. C'est les gens qui disent non, non, je dors bien, je m'endors tout de suite. Ouais, mais si tu n'as pas dormi profond la nuit avant, tu es crevé, tu t'endors tout de suite. Donc voilà déjà un truc qui n'a aucune valeur comme identifiant d'un sommeil valable. Dangereux ça, c'est un vrai piège. Et puis alors ils me disent non, non, je m'endors tout de suite et je dors au moins mes 8 heures. Si pas 9, oula, vous dormez 9 heures madame? Ou monsieur, hein, vous dormez 9 heures, oula, quelque chose qui ne va pas. D'ailleurs, ceux qui dorment 9 heures vivent moins longtemps que ceux qui dorment 7. Hein. Ça, je peux vous garantir que c'est prouvé statistiquement. Et donc, si vous dormez 9 heures, votre sommeil est léger. Et si c'est beaucoup de sommeil léger, c'est de la merde. Il faut du sommeil profond. On se fout des réveils nocturnes ou pas. C'est mieux de ne pas en avoir, mais on se fout s'il y a des réveils nocturnes. Si on va choper le cycle suivant de sommeil, c'est souvent 90 minutes, plus ou moins, et que dans le cycle suivant, il y a du sommeil profond, bingo, tu t'en fous de t'être éveillé. Même pour aller pisser, vous avez encore rigolé des prostates, là, les gars. Et si on vit assez longtemps, ça va nous arriver, Georges. Mais comment est-ce qu'on se monitore, Georges? C'est quoi le conseil de Georges pour monitorer le sommeil? Alors, il y a plusieurs types d'outils. Je pense qu'il y a des anneaux, il y a des bracelets, il y a des montres. On va essayer différentes. Est-ce que, dis-nous, hein, tu peux nous Ah dire oui. qu'est-ce qui. Bon, en plus, c'est quoi ton outil du moment, Georges? Bon, quoi? Ton outil du moment, qu'est-ce que tu utilises? T'as la Oura Ring. Je peux utiliser qu'un, et moi, ça me suffit parce que, bon, c'est pas que je dépends de ça. Et d'ailleurs, je conseille parfois
de ne pas regarder tout de suite. Il faut peut-être regarder ça le samedi matin, dire bon, comment est-ce que j'ai dormi cette semaine, est-ce que j'ai pris plus de théanine, est-ce que je suis en train de corriger peut-être un déficit en pregnénolone, quelle est ma tendance? Parce que si on voit d'abord, c'est pas tout à fait fiable, hein. Bon, évidemment, parce que moi qui ai des bestioles, un chien et 2 chats sur mon lit, si eux passent une mauvaise nuit, ma montre dit que j'ai pas dormi. Bon, évidemment, parce qu'ils font bouger le lit, peut-être que je dors profondément, mais les vibrations que la montre enregistre, c'est le chien qui ronfle ou les chats qui se promènent pendant la nuit. Et si je ne me suis pas réveillé, bon, moi, je suis pas affecté. Donc, mais quand même, ce qui est probablement le mieux, c'est pour détecter qu'on a un vrai problème, parce que pour convaincre les gens qui s'endorment rapidement et qui dorment 9 heures, qu'ils ont un sommeil de très mauvaise qualité, ben, ça sert beaucoup. Et il y en a, hein. Et alors les gens disent, ah bon? Alors évidemment, c'est des gens fatigués, c'est des gens qui ont les surrénales dans les chaussettes, parce que bien entendu, si vous n'avez pas un sommeil, vous n'avez pas de surrénales, hein. C'est lié tout ça. Et donc, c'est très très important à dépister. Et peu importe finalement l'application, vous en prenez une, vous regardez comment dire, les évaluations, enfin, en espérant qu'elles ne sont pas trop trafiquées. Notamment sous mes vidéos où on parle de sommeil, etc., les gens échangent, hein, donc ça, c'est pas des trucs commerciaux, parce que bon, moi, les chaînes, il n'y a pas de... Je ne donne pas des récompenses en fonction des promotions qu'ils font, donc ce sont des trucs assez authentiques. Peu importe. Et alors, j'ai même un système, moi, qui ne différencie pas N3 de N4. J'ai que sommeil profond. Eh ben, c'est ça qui compte. Et je me fous un peu que ce soit du slow eye movement ou du rapid eye movement. C'est pour ça que Oui, vas-y. Excuse-moi, Georges. C'est pour ça que je trouvais ça énorme ton 4 heures de sommeil profond tout à l'heure, parce qu'en fait, c'est les deux combinés ou on est d'accord, c'est les deux? Oui, parce que non. Ok, parce que c'est pour ça que je ne comprenais pas. Donc, ta norme pour toi, c'est combien, si on a les chiffres séparés, combien tu pourrais, pour les auditeurs, justement, après, on sait qu'on avait d'ailleurs fait, je le dis, un podcast avec Montre Cardio GPS sur est-ce que les données sommeil de vos montres sont fiables. Il y avait des erreurs jusqu'à 35% selon les modèles. Il n'y a aucun modèle sur les montres, du moins, il n'avait pas l'info sur les anneaux. Mais en tout cas, les montres ne sont pas fiables, mais on peut quand même voir une évolution, vu que la marge d'erreur est à peu près tout le temps la même. Donc, ça peut quand même être un bon outil pour quantifier. Elles sont pas totalement fiables, mais les glucomètres aussi, parfois l'aiguille est un peu mal mise. Rien de tout ça n'est parfait, mais c'est mieux que rien, d'abord. Secondo, vu que c'est très individuel, on s'en fout que quelqu'un soit parfaitement reposé avec 2 heures selon son application. Parce qu'il faut corréler ça avec le ressenti, évidemment. C'est pas que l'outil. Et alors, ce qui est surtout intéressant, donc tout ça doit être très individualisé. Il y a des gens qui ont besoin de moins de sommeil profond, d'autres ont besoin de plus. Visiblement, j'ai besoin de beaucoup. C'est peut-être pas très étonnant parce que j'ai une grosse exigence. Alors après ça, au niveau du fonctionnement cognitif. Et alors, ce qui est surtout utile, c'est l'amélioration quand on met en place des mesures correctrices. Donc, c'est ça qu'on veut chercher. Et j'ai pris plus de théanine. Le GABA, il y a un déficit. On peut doser le GABA. J'ai un déficit en GABA. Mon GABA est trop bas. Je prends du GABA. Est-ce que je dors mieux avec ça? Est-ce que je prends 300 mg? Est-ce que je prends 600 mg? Et donc, tout ça doit être évalué et c'est un vrai outil de feedback génial pour améliorer le sommeil. Si vous voulez améliorer le cerveau, améliorez le sommeil. Et qu'est-ce que tu penses de la complémentation en mélatonine? Alors oui, c'est fondamental, mais moi j'ai toujours un algorithme là-dessus qui est aussi basé sur le test, c'est le dosage de la 6-sulfatoxy-mélatonine sur urine de 24 heures. Si c'est bas, je donne de la mélatonine. Et si c'est pas bas, je n'en donne pas. Et ça correspond très très bien aux effets cliniques parce que si on a suffisamment de mélatonine, il ne faut pas prendre de mélatonine. Si on a trop de mélatonine, on désensibilise le récepteur. Donc la mélatonine, c'est bien quand on en manque et c'est pas du tout une bonne idée quand on en a assez, surtout quand on va dans des doses pharmacologiques au lieu de la dose physiologique qui est plutôt de l'ordre du milligramme ou voire du demi-milligramme. C'est là la dose physiologique. Puis les gens en prennent 5 milligrammes. Alors, au début, peut-être qu'il y a un effet, mais alors ça arrive vite à
sursaturer les récepteurs qui finissent par ne plus faire leur boulot. Ça, c'est un vrai problème. Et pour la L-théanine, tu nous as pas dit quand est-ce qu'il fallait la prendre et s'il y avait une qualité de L-théanine à privilégier, un label ou quelque chose comme ça. Je ne communique pas sur Ok. des données commerciales. La qualité, c'est la molécule, il la faut pure, il la faut dans des gélules avec un excipient sain et pas dans des comprimés avec le fait de créer un comprimé, c'est évidemment du poison. Et la micronutrition de la L-théanine. Ben, ça, c'est vraiment à la demande parce que, mais on en a touché un mot tout à l'heure, mais tu n'étais pas assez attentif. Et donc, c'est selon la nervosité pour aider à l'endormissement et surtout la cible de choix, c'est les réveils nocturnes, évidemment. Mais bon, si le glutamate est élevé, moi je dis 4 par jour, 4 fois 200 mg par jour et je mets à discuter. Alors, les gens oublient de me demander quand on fait le rendez-vous, puis alors après, ils disent, merde, on n'a pas discuté de ça. Mais ils peuvent décider d'eux-mêmes et essayer. C'est vraiment un domaine, la théanine, où les essais-erreurs sont géniaux, sont parfaits. Et le cerveau, c'est du gras? Est-ce qu'on peut parler des oméga 3 et du rôle des oméga Oui, 3 dans le cerveau? on en parle, tu fais bien de ramener sur le nootrope suivant. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est un nootrope aussi. Ouais, ça a une action bénéfique sur le cerveau, mais nootrope, on est en train d'étendre la notion évidemment fort loin. Mais bon, là, j'ai encore un autre. Enfin, on va dire il y a 2 portes d'entrée. Bon, vous mangez pas de poisson ou peu ou pas de poisson gras. Bon, mais là, il faut absolument Se supplémenter. corriger parce qu'on sait que ça va être un carnage. Et puis, si c'est pas spécialement flagrant, ben alors il faut tester. Il faut faire un profil de l'acide gras. Moi, je peux pas imaginer de faire un bilan fonctionnel sans faire un profil des acides gras, une cinquantaine d'euros, 50, 60 euros. Et alors, on sait, parce que il faut savoir aussi, est-ce qu'il en faut beaucoup? Est-ce qu'il faut plus le PA que le DHA? C'est bien quand même de personnaliser. Voilà, le rôle? je fais une toute petite, parce que mon petit chien là veut visiblement mon aide, j'arrive. Hein. Dans le cadre de notre partenariat avec Nutrien&Co, on est heureux de vous proposer moins 10% sur tout le site avec le code podcast10. Il y a un code en description. Retour au podcast. Je me permets d'interrompre ce podcast car nous nous sommes rendus compte que le nombre de j'aime et le nombre de commentaires étaient dérisoires par rapport au nombre de vues de nos podcasts. Donc si vous avez juste une seconde pour mettre un petit commentaire et un petit like et aussi à vous abonner à la page, ça permet au podcast d'être visible, de booster l'algorithme, donc ça récompense notre travail et c'est gratuit pour vous. Place au podcast. Donc Georges, pour revenir un petit peu les oméga 3, est-ce que on a eu une petite pause Goliath? Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu leur rôle et justement pour le bienfait du cerveau, excuse-moi. Bon, ben, Ah, juste je tease, apparemment tu as une bombe, on rigole parce qu'apparemment tu as une énorme bombe à nous raconter sur le cerveau. ah oui, Donc on l'attend, c'est pour ça qu'on rigole parce que tu n'as pas voulu nous dire en off ce que c'était. vous Donc digressez voilà. sans arrêt. Après, Même nous, on n'est pas au c'est courant. moi qui digresse, vous digressez sans arrêt. Moi, je garde Allez, partons sur les le oméga cap, 3, le le cap. magnésium. Est-ce qu'il y a Final. d'autres éléments aussi? Le bouquet final. Allez. Bon, oméga 3, on finit avec ça. Profil d'acide gras, si on veut faire un vrai travail précis. Bon, sinon, évidemment, il faut en prendre si on ne mange pas de poisson, ça, ok. Attention, trop d'oméga 3 vont bousiller les oméga 6 dont on a tout autant besoin. Sauf que les gens, en général, évidemment, mangent trop d'oméga 6, pas assez d'oméga 3, mais il y a des exceptions. Et alors, les fous furieux qui mangent déjà bien, puis qui se prennent des cuillères à soupe d'huile de poisson, ils ont plus d'oméga 6, ce qui est tout aussi mauvais. C'est toujours le même problème, c'est les déséquilibres qui sont mauvais, dans les deux sens. Alors, EPA, donc le fameux acide eicosapentaénoïque, et DHA, docosahexaénoïque, répétez après moi, sont deux des molécules les plus abondantes dans le cerveau. Okay, le DHA, le cerveau est une vraie mine d'or de DHA. C'est l'acide gras le plus flexible de la création dans les molécules naturelles. Donc, c'est extrêmement. Il y a 6 doubles liaisons. Donc, chaque double liaison amène de la flexibilité. Donc, ça a des propriétés évidemment essentielles, notamment au niveau des synapses, pour avoir une fine transmission de l'information d'un neurone au suivant via la synapse. Enfin, il y a énormément de choses à dire. Donc, c'est fondamental. Bon, évidemment, on en parle beaucoup par ailleurs.
hein. C'est un peu ça le problème d'aujourd'hui. Il y a tellement de trucs qui sont liés au cerveau, c'est qu'on a envie de parler de tout. On ne va pas se répandre pendant des heures sur les oméga 3 parce que c'est un sujet bateau dont on parle dans beaucoup d'endroits. Mais attention, dans le cerveau, il y a aussi beaucoup d'acide arachidonique, qui est un oméga 6, à mauvaise réputation parce que pro-inflammatoire, mais moi je dépiste des gens qui ont trop peu d'acide arachidonique, qui sont véganoïdes, je viens de créer le terme, à qui on a insufflé une peur panique des huiles végétales. Pour eux, c'est devenu un poison violent. Ils vont mourir rien que de regarder une mayonnaise parce qu'il y a de l'huile de tournesol dedans. Ouais. Ça devient pénible. Et alors, là-dedans, il y a des gens qui ont trop peu d'acide arachidonique, mais c'est une catastrophe pour le cerveau. C'est une molécule très abondante dans le cerveau, ainsi que le cholestérol. Donc, un cerveau, comme Vincent l'a très bien dit, c'est gras. Vincent, il faut manger du gras avec ton HbA1c, rappel. Donc, cholestérol, acide arachidonique, EPA, DHA. Ça part dans tous les sens. Ça part dans des sens qui ont bonne réputation, oméga 3, EPA, hein, DHA, mais ça part aussi dans des trucs qui ont soi-disant mauvaise réputation, ce qui veut bien prouver que ces histoires de réputation, ça vaut rien du tout, parce que tout est question d'équilibre. Si vous avez trop peu de cholestérol, je vous signale que les gens qui sont soumis à des traitements hypocholestérolémiants drastiques peuvent développer des démences. Et d'ailleurs, il y a des gens sous statine qui perdent la mémoire. Ça, c'est bien de le dire aussi dans notre parcours du combattant sur le cerveau. Pourquoi? Parce qu'il faut du cholestérol pour que le cerveau fonctionne correctement, mais pas seulement comme précurseur d'autre chose, mais comme molécule à part entière qui intervient dans les membranes. Une membrane qui a trop peu de cholestérol, elle est trop flexible, tout comme une membrane qui a trop de cholestérol devient trop rigide. Équilibre courbant U, trop, peu est aussi mauvais que trop. Enfin, peu importe le sens où, hein, bref. Et donc, voilà. Ça, je crois que c'est bien d'avoir couvert ces trucs gras pour le cerveau. Avançons, parce que le temps passe. Magnésium, très bonne remarque. Je crois que je n'avais même pas oublié, moi, le magnésium. C'est même pas sur votre... Ah si, il y était le magnésium. Oui. B12. Alors, la B12, avant qu'on ne parle du magnésium, parce que la B12, c'est très simple, les 10 premières années de ma carrière, j'avais une espèce de leitmotiv que je répétais à l'envi, et quand mes patients, c'est temps reculé, venaient et que je leur trouvais un taux de B12 trop bas ou ridiculement bas, je leur disais qu'ils allaient faire une maladie d'Alzheimer, que le B12 était... le déficit en B12 était le moteur d'une maladie d'Alzheimer. Ce qui n'était pas faux, mais évidemment, c'est plus compliqué que ça. Mais à l'époque, c'était mon truc pour leur... La B12 est essentielle pour le bon fonctionnement du système nerveux. Magnésium, alors là, ce qui est tout à fait sidérant pour le magnésium, c'est que c'est le cofacteur obligé de quasiment tous les enzymes du cerveau. Trouvez-moi des enzymes du cerveau où le magnésium n'est pas un cofacteur incontournable. C'est quasiment impossible. C'est une vraie obsession. Je ne sais pas qui a mis ça en place. Et donc, il y a des magnésiums novateurs qui aident au sommeil. Nous y revoilà, les petits gars. Et que je trouve très intéressant. Taurate de magnésium, parce qu'en plus, la taurine est un ligand Acide aminé. faible, acide aminé, qui ne fait pas partie des protéines humaines, hein, mais bon, l'acide aminé qu'on trouve dans les poissons, les volailles, indispensable pour les chats qui ne savent pas la fabriquer. L'humain fabrique de la taurine, mais il peut avoir un bénéfice à en prendre un complément. Les chats ont perdu ou n'ont pas l'enzyme qui leur permet de fabriquer de la taurine et ils sont dépendants d'un apport de volaille et ou de poissons, d'où la plupart, l'immense majorité des aliments pour les félins sont basés sur ces sources de protéines animales.
Et donc, la taurine est un ligand faible, mais quand même réel des récepteurs GABA. Donc, ça active le GABA, donc c'est calmant en soi. En plus, la taurine permet d'intégrer le magnésium dans les cellules, très important. Et donc, taurate de magnésium, très gros truc. Hein. Moi, ça m'a énormément aidé à retrouver un bon sommeil par rapport à une époque dont je m'ouvrirai bientôt sur un autre podcast que le vôtre. Je crois qu'on en entendra parler. Et donc, j'ai dû récupérer un truc assez lourd. Hein. Accrochez-vous, mais bon, c'est pas pour aujourd'hui. Taurate ou tréonate? Alors, justement, au-delà du taurate, qui est bien connu comme sel de magnésium, hein, taurate de magnésium, il y a maintenant deux nouvelles molécules. C'est l'acyltaurinate, qui est du taurate, mais où on a rajouté un radical acyle qui rend ça plus liposoluble et donc plus brain friendly. Le brain, c'est gras. Pour aller dans le cerveau, il faut des molécules plus grasses. Et c'est pas le cas de la taurine, qui est plutôt hydrosoluble. Donc l'acyltaurinate, j'espère que je n'estropie pas le nom. J'en prends avant d'aller dormir, alors il faut que je regarde. Alors, acétyltaurinate. Là, c'est mon bureau. Mais je vous montre pas la marque. Ah, ça, non. Acétyltaurinate, pas acyle, acétyltaurinate. Efficace, moi j'aime bien, très bon pour mettre le magnésium où il faut. Et alors que j'ai commencé à utiliser aussi, il est là mais vous ne le verrez pas, c'est le L-tréonate de magnésium. Eh bien, c'est très intéressant. Plutôt que toujours le taurate qui était mon favori, j'ai l'impression qu'il y a un plus parce que le tréonate et l'acétyltaurinate sont plus liposolubles, cerveau, gras. Merci Vincent de nous avoir rappelé ce truc fondamental. Si tu pouvais te le mettre dans ta bouffe, ce serait pas plus mal non plus. Tréonate de magnésium, oméga 3 avec DHA, EPA et 200 mg à 2000 mg de L-théanine. Et avec ça, plein de bénéfices pour le sommeil et le relâchement et la relaxation. Alors, il nous reste La bombe. La bombe. Allez. La bombe. Aïe, 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 aïe. Enfin. Alors, la bombe. On est excité, Georges. C'est très, très facile. Et figurez-vous que ça a mûri. J'ai mis des heures à me rendre compte. Et puis, à un moment donné, pas si longtemps que ça avant qu'on démarre ce truc, je me suis dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr, c'est un peu le commissaire Maigret, hein, quand il sait qui est le coupable du meurtre. Et en plus, je l'ai fait en 2 phases parce que je me suis dit, c'est pas vrai, quoi. J'ai dans mes fichiers une section dans un grand fichier docs, hein, où il y a tous les compléments alimentaires que j'utilise et je simplifie le travail avec un code. Je travaille avec le code. Parfois, j'utilise tellement le code que je ne sais même plus exactement combien de milligrammes. C'est pour ça que j'ai commencé par imprimer la liste des compléments alimentaires pour pouvoir répondre à vos questions sur les milligrammes, parce que je connais le code. Est-ce que c'est 300, 400, 500 milligrammes? Parfois, je suis plus tout à fait certain, mais bon, c'est dans mes pratiques. Hein, c'est pas quelque chose que je dois remettre en question, mais quand on explique, c'est quand même mieux de pouvoir donner les détails. Et donc, j'ai imprimé une partie de cette liste. Je me suis dit, mais, nom d'un chien, tout ce qu'il y a dans cette liste a une action prouvée. En général, c'est des recherches très récentes. On parle vraiment des... Nous tease jusqu'au bout. Hein, j'en peux plus. Ah oui, j'ai dit, mais bon sang. Alors, il y en a un qui m'avait, que je voulais utiliser comme élément novateur dans notre podcast. Mais je vais me faire rire, je ne vais pas pouvoir finir. Et alors, je suis parti de celui-là. Et puis, bon, allez, je vais droit au but. Je suis parti de la créatine, parce qu'il y a une espèce d'hystérie récente, très anglo-saxonne, peut-être pas encore suffisamment en Europe, mais les patients anglo-saxons me disent, Dr Mouton, comment se fait-il que vous ne me donnez pas de la créatine pour mon cerveau, hein, mon cerveau ne va pas fonctionner sans créatine. Alors je dis, écoutez, moi j'ai donné la créatine pour le muscle, j'ai été pionnier à donner ça il y a quasiment 30 ans,
probablement en 1997 que j'ai commencé pour le sport avec d'énormes satisfactions. J'ai donné plein de conférences sur la créatine dans ces époques-là, donc je connais tous les petits détails qui font que ça peut être plus efficace ou que ça peut un peu décevant. Et donc, j'ai cherché les preuves scientifiques sur le bienfait de la créatine. Et donc, mais ce sont des recherches récentes. Voilà. Hein. Donc, supplémentation de créatine pour, alors je vous fais une traduction en pied levé, pour brain health and function, pour la santé et la fonction cérébrale. Voilà. Et alors, c'est du solide, hein, c'est dans Sports Medicine, donc ça date de 2023, publié en juin 2023, donc c'est tout à fait récent. Il y a des tonnes de références. Alors, les articles que j'ai trouvés sur la créatine ont des conflits d'intérêts. Hein. Ce sont des gens qui s'intéressent à la créatine. Enfin bon, tout le monde peut vendre de la créatine, donc personne ne va prouver qu'on achète la leur ou là où ils travaillent plutôt qu'une autre. Donc, c'est des spécialistes du domaine. Bon, évidemment, il y a ce conflit d'intérêts possible, mais le funding, donc le financement de l'étude ne vient pas de l'industrie. Ça, c'est déjà quelque chose. Et alors, il y a un truc, mais une folie avec cette créatine. Et pour moi, c'était nouveau. Moi, je connais la créatine par cœur, mais de mon expérience de médecin du sport, avec d'énormes satisfactions et une grande maîtrise de la finesse de prescription et les erreurs à ne pas commettre. Et donc, voilà, je vous dis, ça va être vraiment un truc qui va vous intéresser, vous qui êtes évidemment aussi connecté aux pratiques sportives par la force des choses. Oui, ça va être sympa. Et puis alors, ça, c'était mon idée de départ, mais ça, il y a déjà plusieurs jours. Et puis alors, je me suis dit, je vais les ridiculiser en public, en live. Ils n'oseront pas couper ça. On coupera pas. En leur demandant, Vincent, Pierre et Alexandre, est-ce que vous maîtrisez bien la différence entre créatine, L-carnitine et L-carnosine? Je pense, ouais. Bon, vous connaissez tout ça. Ouais, mais c'est Non, pas non, pareil, non. ça n'a rien à voir, non? Rien à voir, mais les noms, les mots, hein, ça se ressemble un peu. Ça commence par C, ça se termine par in. Bon, mais enfin, je sais pas. J'ai été attiré et je me suis dit, mais je savais déjà qu'il y avait des études sur la carnitine qui on supplémente sous forme d'acétyl-L-carnitine en général. Hein. En booster, n'est-ce pas? Mais qui est voilà, c'est la façon la plus efficace de donner la À la carnitine. différence de la créatine qui se prend plutôt en post-entraînement, Georges. Oui, moi, Mais ça, tu le sais déjà. La créatine, je le donne 0 minutes après l'entraînement, 6 grammes. On peut la cocktailiser avec d'autres choses. Moi, je la donne toujours avec un peu de glutamine, un peu de dextrose, un peu de glutamine. Et Pour l'hypoglycémie silencieuse, c'est ça, Georges? non, mais c'est pour l'absorption intracellulaire de la créatine, pour avoir un effet anabolisant plein. Et Donc, sur le cerveau, alors? non, mais carnitine. Allez, carnitine, un peu de sérieux. Là. Bon, le banc du fond, là, il y a trop de turbulence là, sur le banc du fond. C'est toujours au fond, d'ailleurs, que la turbulence se passe. Alors, voilà, ceci, je regarde la date, ceci, c'est publié janvier 2024. OK. Alors, je vous traduis parce que c'est pas la neuropsychopharmacologie de l'acétyl-L-carnitine, implication basale, translationnelle et thérapeutique, etc. Bon, très scientifique, très bien documenté. Si on avait eu le temps, je vous aurais rappelé évidemment qu'il faut de la carnitine pour faire entrer les acides gras dans les mitochondries. Nous revoilà dans la mitochondrie et pas de cerveau qui fonctionne sans les mitochondries approvisionnées de leur carburant de choix qui est évidemment l'acide gras. On ne sait pas faire entrer les acides gras dans les mitochondries et c'est tout à fait documenté. Hein, je m'attendais pas, je savais qu'il y avait un lien, mais je m'attendais pas à trouver autant de preuves scientifiques autour de la L-carnitine. Et puis alors, qui dit carnitine, dit bon, dans les trois gars, il y en a bien qui va mélanger ça avec la carnosine. Qu'est-ce que la carnosine?
c'est un dipeptide bêta-alanine et histidine, ok? Et la bêta-alanine est énormément utilisée en sport comme soutien de l'anabolisme. C'est une des molécules les plus intéressantes avec la créatine. Et je me suis dit, on va voir, quand on fait la carnosine, si ça se trouve, il y a des études sur le cerveau. C'est un pouvoir antioxydant, antiglycant, non, la carnosine, non? Oui, c'est probablement tout ça qui fait que c'est apprécié. Et alors, ce qu'on a, c'est plutôt des études sur la bêta-alanine, qui est évidemment un des 2 acides aminés, mais celui qui est le plus remarquable, qui est dans la carnosine. Voilà. Voilà. Rebelote, les petits gars. Et ça, publié en 2023, février 2023, les effets de la supplémentation en bêta-alanine sur la performance. Bon, ça, on sait, c'est pas surprenant, mais aussi sur la fonction cognitive des soldats. C'est une étude faite chez les soldats. Je trouve d'ailleurs un support intéressant à étudier. Donc, rebelote. Bon, mais alors je me suis dit, mais minute. Et les autres trucs que j'utilise que j'ai toujours utilisé depuis 20 ans, 30 ans pour mes sportifs, ça va continuer ce truc. C'est prouvé. Des études toujours récentes. On parle vraiment d'études des dernières années pour les sportifs. Et je dis, mais c'est quoi que j'utilise encore énormément pour les sportifs? L'HMB, hydroxyméthylbutyrate. HMB, génial, anabolique, à fond. Moi, avec HMB et créatine, j'obtenais des résultats qui ont fait croire que c'était des dopants. Il faut que ce soit bien utilisé, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Bon, HMB, donc ce métabolite de la leucine, acide aminé essentiel, Goliath veut vraiment s'en prendre, mais on y arrive. Des études récentes suggèrent que le HMB pourrait également avoir des effets bénéfiques, en plus des effets musculaires, sur la santé cognitive et protéger contre le déclin cognitif, notamment dans le contexte de la maladie d'Alzheimer. Vous vouliez qu'on parle d'Alzheimer? On parle d'Alzheimer, mais avec des molécules pour sportifs. Bon, alors, j'ai ma liste ici. Ma liste de compléments. Je ne montre pas parce que les codes, bon, ça me regarde. Puis il y a des marques, là, je ne vais pas montrer. Qu'est-ce qu'il y a sur ma liste de compléments? Acétyl L-carnitine, ok. Poudre de bêta-alanine, ok. L-citrulline, on en Les a grammages, parlé. les grammages, Georges. Anabolique. Non, pas d'exception aux règles. Carnosine, ok. Créatine, avec taurine, glutamine, dextrose, ça c'est une formule que j'ai d'ailleurs créée moi il y a 25 ans. Dommage que je n'ai pas de royalties, parce que bon, je ne serais pas ici à faire le zigomar, je serais sur une île déserte du Pacifique avec toutes mes bêtes. HMB, ok, première page, bon, mais alors le problème c'est que j'ai ma liste, c'est là une deuxième page. Donc je vais voir la deuxième page. Qu'est-ce qu'il y a sur la deuxième page? Protéines de whey. Je regarde, je dis mais c'est pas possible. La protéine de whey peut avoir des effets positifs sur la santé du cerveau et sur la fonction cognitive, en particulier chez les adultes âgés et ceux qui ont un certain début de déclin cognitif. Donc, protéines, supplémentation très intéressante pour aider les gens qui souffrent d'un début de maladie d'Alzheimer. Rebelote. Et il y en a une dernière qui mérite d'être citée et qui évidemment est tout aussi publié. Donc on aura fait le tour complet de tout ce que j'utilise en médecine du sport comme adjuvant tout à fait sain et dénué de risques et d'effets secondaires et tout à fait autorisé. Mais évidemment, c'est le précurseur de l'ATP, c'est-à-dire le déribose. Mais Georges, Et le est-ce que déribose est essentiel au bon fonctionnement cérébral. Donc je ressors ma panoplie sportive et je la donne à ceux dont les premiers signes de déclin surviennent, ou alors je mets en place un truc qui est bon pour le muscle, pour le cerveau, qui est bon pour les deux côtés. Et Georges, est-ce que justement ça ne met pas en avant l'importance du muscle pour le cerveau? Ouais, Est-ce moi, que, et du renforcement musculaire,
ça c'est génial parce que en réalité, non, mais toi tu voudrais que le muscle ait le cerveau. Non, c'est les nutriments du muscle sont les mêmes que ceux du cerveau. Alors c'est marrant parce que j'ai toujours dit, mais alors c'était vraiment la boutade favorite qui était vraiment ridicule, mais bref, je me suis amélioré depuis, je pense. J'ai toujours dit à ceux, notamment des jeunes sportifs dont je m'occupais, qui n'étudiaient pas suffisamment bien, qui donnaient trop de temps aux entraînements, pas assez à leurs études, alors que bon, ils avaient besoin d'avoir quand même un minimum de certificat d'études. Je leur disais que le muscle est un cerveau, que le cerveau est un muscle et qu'il fallait l'entraîner aussi. Bon, mais je ne pensais pas si bien dire en fait. Mais non, c'est des nutriments fondamentaux. Alors, ce qui est intéressant peut-être pour arriver vers la conclusion, dans quoi est-ce qu'on trouve la leucine, qui est le point de départ de l'HMB? Dans quoi est-ce qu'on trouve la carnitine? Dans quoi est-ce qu'on trouve la carnosine ou la bêta-alanine, la créatine? Dans quoi est-ce qu'on trouve tout ça? Dans Dans la les chair carnets. animale. La viande. Oui, dans la chair animale. Ok. Et là, on retombe quand même sur une grande vérité, ce qui ne veut pas dire qu'on doit faire fi des polyphénols, des fibres, de la santé intestinale, peu ou prou, parce qu'il fallait que je le place, selon la personne, évidemment. Certains en ont plus besoin, d'autres moins. Mais ça veut quand même dire que les diètes trop végétariennes, trop glucidiques et qui vilipendent, qui vilifient tout ce qui est chair animale, écoutez, on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis là. Hein. Et tu vois là, Georges, moi ça me fait penser, tu cites plusieurs principes actifs, plusieurs micronutriments, où il y a des études qui prouvent les bienfaits, mais c'est séparé d'un contexte, global. Heu, quelle serait la Manger, la bonne manger, proportion, tu vois? manger bien et surtout ne pas tomber dans la dérive actuelle que j'appellerais néolithique, où on a fait croire aux gens que la base des calories, la base de l'alimentation, la pyramide alimentaire, c'était sur une base glucidique. Il faut des céréales complètes, sans quoi on n'est pas en bonne santé si on ne mange pas assez de céréales complètes. Euh, à nuancer, à personnaliser fortement et arrêter de vilipender la viande. Alors, il faut des viandes vertueuses, il faut des animaux nourris à l'herbe, il faut, vous connaissez les steaks féroces aussi, je crois savoir. Le principe d'avoir un élevage correct à la fois pour les animaux et pour la qualité de la viande, inclure des abats qui sont des bombes de nutriments qui sont très très denses. Comment est-ce qu'on dit Dense en micronutriments. denses en micronutriments, oui, je commence un peu à C'est le m'effriter. crash de caféine, Georges. Je t'avais dit. Non, non, c'est à ces heures-ci, il n'est pas question de caféine, mais c'est l'attention soutenue, la résistance à vos digressions incessantes, où je dois tout le temps ramener le sujet, et donc ça épuise. Mais Tu vois, Georges, c'est l'occasion de parler du partenariat qu'on fait avec David de Limitless, qui a fait sa marque Féroce, de steak enrichi nutritionnellement. il Et me semble bien que vous aviez ouais, quelque chose. donc c'est aussi l'occasion de parler de ça. Renseignez-vous, on a un petit code avec le podcast de 1000%. Nous, on les a essayés. C'est vraiment des steaks de très grande qualité. Je sais pas si tu les as essayés, toi, Georges, mais. Bien entendu, bien entendu. Alors, ce sont des produits de grande qualité, mais je connais David, assez bien, très bien, je crois. Je suis en train de lui faire une prise de sang monstrueuse pour aller quand même trouver des petits trucs. C'est en cours, c'est pour après les vacances. Et donc, je suis quelqu'un que j'apprécie énormément et qui est très authentique. Donc, c'est pas du tout un margoulin ou un businessman avec une éthique douteuse, c'est tout le contraire. Donc, je trouve que c'est un bon partenariat. Moi, je le recommande à mes patients. J'ai résisté à sa demande de faire une vidéo sur ça. J'ai dit, écoute, c'est trop commercial pour moi. Moi, je ne me mets pas dans du commercial. Et les steaks féroces qu'il y a dans mon congélateur, dont j'ai encore mangé une tranche de 8 un pack de 8 il y a très exactement 10 jours.
je les ai payés. J'ai voulu les payer. Okay, et donc, j'ai la facture, je peux vous la montrer. Parce Fais que, confiance. bon, moi, j'ai pas envie, moi, à titre personnel, je fais pas, si je vous donne pas une marque de L-théanine, je vais pas, moi, me laisser offrir des steaks féroces ou avoir si mes patients en commandent, je n'ai pas d'incentive, je n'ai pas de royalties là-dessus, mais je le recommande parce que c'est des bons produits. Et son huile d'olive est intéressante. Ça, il m'a offert une bouteille d'huile d'olive. Là, je dois quand même avouer Ah, il y a des pots de vin quand même. Allez, les son, polyphénols, son allez. huile d'olive est bonne, je connais la qualité des huiles d'olive. Il fait que des bons trucs, ce mec. Et moi, ma question, elle serait plus sur la complémentation. On a vu tous les micronutriments qui commencent par C, qui sont importants pour la santé cérébrale. Est-ce que tu conseilles en complémentation comme ça, où il faut avant qu'il y ait un suivi par un professionnel, des bilans? La carnitine, on peut la doser. Et dès qu'on voit que c'est bas, c'est très intéressant à supplémenter. Ça, je fais énormément. Bon, la carnosine ou le bêta-alanine, je ne crois pas que ce soit dosable pour le moment. Bon, ça, on peut faire des cures. La créatine, mais si on se met en plus dans des activités physiques, ben, on peut faire d'une pierre deux coups. Bon, la chambée, ça devient un peu plus. Bon, à un moment donné, il faut voir si on recherche évidemment la performance sportive, mais je trouvais intéressant de démontrer que ce qui est bon pour le muscle est bon pour le cerveau. Et quelque part, derrière ça, il y a une leçon à tirer sur quand même les bases de l'alimentation humaine qui sont pas fondées, sans les rejeter, hein, mais sur les légumineuses et les foutues céréales complètes. Parce qu'on me dit, ah oui, mais docteur Mouton, mais céréales complètes, hein. Ben oui, d'accord, mais c'est beaucoup plus difficile à digérer du riz brun que du riz blanc, hein. Bon, tout n'est pas aussi simple que ça. Bon, voilà, maintenant, moi, je crois que si on a affaire à des gens qui commencent à avoir un déclin cognitif, on peut tirer avec pas mal de ces cartouches-là. Bon, maintenant, il faut encore avoir les moyens, mais parfois, ce sont des gens plus âgés qui ont travaillé toute leur vie, qui ont quand même des économies, etc., qui se soignent, qu'on les soigne. Évidemment, là, il faut un accompagnement professionnel, parce que tout ça, ça se complexifie un peu, il faut une guidance. Bah, trop bien. Bah, c'était peut-être le mot de la fin, hein, se faire guider, conseiller. On espère qu'on a été très complet. Et en prévention, est-ce qu'il y a un âge, une dernière question, où on pourrait justement commencer à faire attention, peut-être prendre ces compléments? Est-ce qu'on commence tôt? Est-ce qu'on attend les premiers signes? Comment on fait? S'il n'y a pas de plainte physique ou de plainte intellectuelle ou de plainte au niveau du sommeil, de la concentration, etc., de toute façon, les gens ne vont pas être motivés. Donc, ça ne sert à rien non plus d'aller. Celui qui veut, il peut, évidemment. Il y en a qui sont très intéressés et c'est probablement mieux de le faire. Mais s'il n'y a aucun incitatif, c'est quand même un peu voué à l'échec. Par contre, à 40 ans, beaucoup de gens, même des hommes, mais forcément les femmes sont plus attentives à tout ça, commencent à se rendre compte qu'il y a des choses qui vont pas si bien, hein. Leur vue, leur sommeil, voilà, leur niveau d'énergie. Bon, là, évidemment, il faut commencer à se dire, mais si on s'en occupait. Mais je reste quasiment sans aucune autre porte de sortie, attaché à faire au moins un bilan fonctionnel poussé pour savoir ce qui est pertinent et ce qui n'est pas nécessaire, parce que ça ne sert à rien de supplémenter la moindre des choses que nous avons recommandées si on n'en manque pas. Si on n'en manque pas, en prendre ne va rien apporter. Ce qui apporte, c'est quand on a des déficits. Alors autant identifier les déficits. Je ne dis pas qu'il faut faire des prises de sang tout le temps, mais au moins une fois pour faire le point. Et plutôt que de prendre des vacances de plus, on sacrifie une vacance, un cycle de vacances, on se met en ordre, parce que plus on attend, ben, pire c'est. Vincent, dans la trentaine, heureusement qu'il a fait des tests, parce que sinon, à 40 ans, il n'aurait même plus été capable de se rendre compte qu'il perdait la boule. C'est ça Exagère. l'horreur avec Il la exagère. glycation. Hein, la glycation, Et on va le retrouver dans un an, il sera au top du top, il aura fait les examens et ça va aller impeccablement.
Ben, Ouais, merci beaucoup, Georges. magnifique. Merci beaucoup. J'espère que le sujet vous a intéressé. Vous savez, c'est beaucoup de travail pour Georges et pour nous. Likez, mettez un petit like à la vidéo, un commentaire, c'est gratuit et pourtant ça aide énormément à mettre la vidéo en avant, que ce soit sur YouTube et sur Spotify. Mettez-nous les 5 étoiles. Mettez vos petites questions aussi à Monsieur Mouton qui prendra le temps de vous mettre des petites Docteur, réponses. je vais les Oui, voir. Docteur Mouton, il vous mettra même des petits smileys YouTube qui sont exceptionnels. Vous allez Mm. kiffer. Mm. Merci à tous, merci à vous les gars, merci à Georges et merci aux auditeurs d'être là. Je pense qu'on n'était pas loin d'être 3 heures. Je sais pas, on l'a coupé en plusieurs morceaux d'enregistrement. Mais merci à tous et à très vite pour un nouvel épisode. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Merci, Salut, Georges. merci Georges. Merci pour l'invitation. Merci.